J'en ai chopé un aussi, là. Enfin, carré. Je vais montrer mes seins. C'est comme ça qu'on commence les nouvelles vidéos. C'est ça. Hey! Hello! On est de retour dans un décor un peu différent, en pleine nature. Profitons de la nature. Il y aura peut-être des mouches qui vont passer. Hein. Donc, on a des visiteurs. C'est ça. Voilà. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous la connaissez pas, allez la découvrir. Il y a plein de choses intéressantes qui peut-être pourront vous parler. On parle de relations. Peut-être que vous nous découvrez à travers les vidéos qu'on vient de faire sur l'analyse de Marie au premier regard. Mais allez creuser dans la chaîne, il y a plein de choses super intéressantes. Exactement. Et comme il l'a dit, ça parle de relations. Donc de relations à l'autre, mais aussi de relations à soi. Exactement, de relations à soi-même. Il n'y a pas besoin d'être en couple pour être en relation. Exactement. Aujourd'hui, on refait un nouvel épisode sur l'émission Marie au premier regard. Mais un peu spécial cet épisode, parce qu'on va parler... On va parler du storytelling, c'est-à-dire que... Ah, je suis allé trop vite. On va parler... Du storytelling, vas-y. Du storytelling. Donc on prend encore un peu de recul sur l'émission. On vous avertissait au début de chaque vidéo qu'on parlait des personnages qui nous sont présentés et non pas des personnes réelles qu'ils sont, puisqu'on ne les connaît pas. Et là, on prend encore un peu de recul pour parler du storytelling de l'émission, en fait. Exactement, un storytelling qu'on va pouvoir observer dans plein d'émissions de télé et qui donne un peu une trame et qui va mettre en avant, caricaturer les personnes d'une émission, qui va axer certains montages plus dans une direction dans une autre. C'est vraiment le storytelling, c'est vraiment le moyen de raconter une histoire au travers d'une émission télé en utilisant en quelque sorte les personnages de cette série, de cette histoire. Exactement. Et quelque part, on peut aussi le rebasculer ou le réintégrer dans notre vie à tous, c'est que quand on va raconter une histoire, une relation de couple par exemple, qui marche ou qui ne marche pas, bah on prend un petit peu ce rôle de réalisateur. Ouais. On va présenter les highlights comme on le souhaite, on va caricaturer l'autre pareil comme on le souhaite. Donc quelque part, c'est un peu quelque chose qu'on fait tous aussi, ce storytelling. C'est ça. Donc c'est pour quand on vous raconte une histoire ou quand vous observez une émission comme celle-là, ne pas oublier parfois de prendre un peu de recul sur les choses. On nous offre un point de vue et c'est pas la réalité entière. Exactement. Et bien souvent, c'est un point de vue qui est conditionné par rapport à ce qui plaît. C'est-à-dire qu'une chaîne télé ne va pas vous présenter une émission où il n'y a rien d'intéressant à se mettre sous la dent. Elle va s'arranger pour vous faire voir, vous faire entendre des choses qui vont amener de la curiosité, qui vont amener des ragots, qui vont amener de l'émotion. Des réactions, de l'émotion. Ouais. Exactement. Les réalisateurs, un petit peu comme une relation toxique, va utiliser le chaud, le froid, va utiliser la confusion, va utiliser la charge émotionnelle pour faire qu'en fait, on ait envie d'y revenir. Exactement. Et là, pour le coup, dans cette émission, c'est même parfois au détriment des acteurs, en fait. Souvent, on met en question, par exemple, on voit beaucoup dans les commentaires de « Tiens, cette personne est venue là dans cette émission pour faire le buzz, pour se montrer, pour percer, etc. » Mais on voit rarement, voire jamais, la remise en cause du programme qui fait du buzz avec ça, en fait. C'est ça. En utilisant les acteurs. Moi, je crois que 99,9% de ces candidats, en fait, ont une démarche sincère parce que il faut quand même avoir un sacré courage pour venir s'exposer, donner son image, en ayant conscience, alors je ne sais pas jusqu'où ils ont conscience de ça, mais à quel point les images vont être montées, déformées, qu'on va se servir d'eux pour raconter une histoire, et parfois à leur détriment. Si on reprend par exemple dans le cadre de l'émission, le storytelling de l'aventure entre Bruno et Coralie, elle colle tout à fait avec ça. On nous a commencé une histoire avec un prince charmant, qui se transforme, selon le récit, en un espèce de monstre contrôlant, etc.
Et ben là, on est en train de retourner vers une espèce de modération ou de happy ending sur les émissions futures. Et on peut le voir sur plein de couples comme ça qui vont être présentés dans l'émission, où ce qu'on va voir de leur caractère, ce qu'on va voir de ce qui se joue dans la relation, n'est qu'un quart, même pas, de ce qui s'est réellement passé. Ouais, mais par contre, bah, ça peut faire beaucoup de mal aux acteurs, quoi. Imaginez quelqu'un comme Bruno qui arrive avec une démarche sincère de rencontrer quelqu'un, qui est à un moment de sa vie où il veut rencontrer quelqu'un, et qui se retrouve projeté du jour au lendemain de bah tiens, je suis le prince charmant à je suis un monstre, je suis hyper contrôlant, je suis maladroit, Et on a pu le voir parce qu'il a fait des interventions sur Instagram, ça a pu le toucher très 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 fort. Et on oublie parfois, donc quand on commente une vidéo sur Internet, quand on commente un post sur Instagram, ben parfois de prendre un peu ce recul-là, on n'est pas à leur place et on ne sait pas comment ça a été raconté justement. C'est ça. Mais le réalisateur cherche à produire ça. S'il produit une émotion très forte, il va produire une emprise très forte. C'est ça. On a envie de revenir, on a envie de savoir, on a envie de vivre ces émotions-là. On peut l'observer par exemple dans nos relations au quotidien. Beaucoup de gens vont dire que apparemment chez les autres ça se passe mieux, que les relations ont l'air plus faciles, plus simples à côté, que l'herbe est plus verte chez le voisin d'à côté. Mais chose qu'on oublie beaucoup aussi, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses et qu'on a tendance souvent à comparer notre envers du décor au spectacle qu'une personne présente. Donc bien souvent, quand on observe un couple à l'extérieur et qu'on voit que tout va bien, que tout est chouette, qu'ils se parlent bien, qu'ils communiquent, qu'ils ont le sourire, on ne sait pas si c'est la réalité. Et on compare notre envers du décor, nos souffrances, à une réalité qui est un spectacle que les autres nous présentent. Et on va tous avoir cette facilité à montrer le meilleur de nous quand on est à l'extérieur. Donc, même dans ces émissions, c'est comme dans la vie. C'est important de se rappeler que ce que vous voyez n'est pas la totale réalité. On a tous ça autour de nous. On a tous connu un couple d'amis qu'on imaginait parfait. Exactement. On voyait toujours s'entendre parfaitement le temps qu'on pouvait passer avec eux. Et puis, on apprend à un moment donné qu'ils se séparent. Et on rentre parfois un peu dans les coulisses, justement, par ces dires de l'un ou l'autre des protagonistes qui va nous révéler une toute autre réalité, parfois jusqu'à la caricature et autres. C'est ça. C'est vrai que ce storytelling-là qu'on va avoir dans notre quotidien, il est important de le remettre à sa place de fiction. Ouais, et puis ils viennent nous chercher justement sur ces histoires. Tu vois, je prends pas par hasard le côté Bruno et Coralie, où c'est un peu le conte de fées. Le prince charmant qui se transforme finalement en grenouille plutôt que l'inverse. Et puis après, un apaisement. Si on pouvait faire un autre storytelling, en fait, je pense qu'ils viennent chercher des parts de marché. Donc les acteurs qu'ils choisissent, je pense qu'ils les choisissent peut-être pour leurs tests scientifiques, mais à mon avis, pour est-ce qu'ils vont coller aux images et aux gens qu'on veut aller toucher. Aux attentes, voilà, aux gens qu'on veut toucher. Plus ils vont aller chercher des personnalités diverses et plus ils vont toucher du monde. Par exemple, dans l'histoire de la nouvelle arrivée, la Mallory, on peut se douter qu'ils viennent chercher le public LGBT. Et je mettrais ma main à couper, par exemple, que celui ou celle qu'ils vont choisir, ils vont choisir une femme. Oui, ça on le sait. C'est à peu près garanti dans le storytelling. Ouais. Guillaume et Sophie, peut-être qu'ils sont allés chercher le côté jeune femme, qui a souffert d'une relation extrêmement toxique et destructrice et qui aujourd'hui a repris confiance en elle. C'est ça, en cours de développement. Exactement. Je pense qu'ils viennent chercher aussi l'émotion là, de la jeune femme qui a été meurtrie par ses aventures passées, qui a été blessée, violentée. Donc je pense qu'ils viennent chercher un peu le côté émotionnel d'un public féminin. Ne serait-ce aussi que sur le côté, ils ont beaucoup appuyé sur l'hypersensibilité, quelque chose qu'ils n'ont pas fait dans les autres émissions. Pourquoi avoir appuyé sur ce point-là? Parce que l'hypersensibilité, c'est quelque chose dont on entend parler à toutes les sauces aujourd'hui.
n'importe quelle personne qui regarde les réseaux sociaux, qui regarde la télé, qui peut-être fait de la thérapie ou qui se balade sur les réseaux aura entendu d'hypersensibilité parce que c'est à la mode. Et du coup, quel est le meilleur moyen de toucher un public un peu plus important? D'aller surfer sur une mode qui est les personnalités neuroatypiques, les personnes avec une sensibilité très forte. Ils ont vraiment beaucoup joué sur ça dans l'émission parce que avant ça, ils en jouaient pas. Ce n'était pas évoqué. Alors que là, ça a été vraiment pour la relation Sophie-Guillaume la première chose qu'ils ont évoquée dans le lien entre les deux et dans le fait d'aller proposer une expérience qui n'a jamais été vue dans Mariés au premier regard par rapport à cette notion d'hypersensibilité. Donc on voit bien qu'il y a vraiment cette recherche d'aller surfer sur des vagues. Ouais, en plus on l'a dit dans nos épisodes, par exemple, le couple Laurie et Anthony sont autant hypersensibles que le couple Guillaume-Sophie. Exactement. Sauf que vous voyez deux couples par exemple d'hypersensibles présentés d'une façon complètement différente. Mais même si on se laisse prendre quelque part, et c'est ce qu'on a essayé de vous montrer à travers ces vidéos, c'est que il y a des choses à aller chercher dans ces émissions ou même dans la vie de tous les jours. Si on passe un petit peu derrière la réaction émotionnelle, derrière le truc qui vient nous saisir, il y a quand même des choses à observer, il y a des choses qui peuvent nous être utiles, il y a des choses qui peuvent nous servir à notre propre développement personnel, mais de prendre ce recul nécessaire par rapport à ça. Et on se fait tous avoir, je veux dire, même nous, quelque part, on s'est certainement fait avoir sur certaines choses. Par exemple, moi, la première fois où j'ai vu les émissions d'Anthony et Laurie, Laurie, par ses réactions de défense qu'on nous présentait très fort, a pu me faire réagir et a pu me donner une vision d'elle en premier lieu, où j'ai dû faire un peu cette prise de recul pour me dire « Attends, et si tu voyais les choses un peu autrement ?» Exactement. Et en effet, vous voyez le côté aller chercher l'émotion. Parce que quand il y a une émotion, ça va s'imprimer à l'intérieur de nous. Et du coup, une fois que c'est imprimé à l'intérieur, il se passe quelque chose qui fait qu'une image, une sensation va rester accrochée à la personne qui nous a procuré cette émotion. Et ça marche bien. Et ça fait vendre. C'est aussi pour ça que le storytelling, par exemple, Malik et Clémence, il y a ce côté émotionnel elle s'est fait planter la dernière fois. Voilà. Donc ils viennent chercher ça, ils viennent chercher un peu ces émotions. De l'extérieur, moi j'ai tendance à croire qu'ils visent un public féminin entre 30 et 40 ans. C'est pour ça que les couples ne sont pas non plus de très jeunes personnes. Des personnalités qui peuvent nous faire réagir. Laurie, Anthony, Kane, Jennifer, ils choisissent un peu ces personnalités et je suis pas sûr quand même qu'ils en prennent bien soin de leurs acteurs en fait. Je suis pas sûre non plus. Je suis pas sûr parce que pour les donner un petit peu comme ça en pâture et avec des montages comme ils les font, qui peuvent... Je pense vraiment à Bruno parce que il l'a exprimé sur les réseaux. Ça, se retrouver exposé comme ça et se prendre les vagues de critiques. Anthony aussi s'est pris ces vagues de critiques où il a été traité de pervers narcissique. C'est ça, tout de suite on crie au pervers narcissique. C'est un mot qui est sorti à toutes les sauces alors que la majorité des personnes qui vont utiliser ce mot ne savent même pas ce que c'est. Donc on voit que là aussi c'est un effet de mode. Si on écoute ça, tout le monde est un PN. Tout le monde est un pervers narcissique. Donc c'est vrai que même sur ça, il y a vraiment un côté où en effet les personnages se retrouvent, comme tu le disais, projetés dans une image d'eux qui est proposée par la prod, qui parfois est à l'opposé de ce qu'ils sont vraiment. Ouais, où on va saisir une phrase, une maladresse et pour définir un personnage. C'est ça. Alors que imaginez que vous ayez été filmé à votre premier rendez-vous, que vous ayez, la première fois que vous rencontrez quelqu'un, 2 ou 3 caméras autour de vous, que vous soyez scruté, que vous sachiez qu'en plus ces images peuvent être utilisées. Je suis pas sûr que vous soyez en bonne condition, exactement, pleinement naturel et pleinement posé pour ne pas faire ce genre de bêtises, quoi. Ouais.
C'est ça. La maladresse aussi, on peut le voir dans les maladresses qu'il y a dans l'émission avec certains personnages. Bah, la maladresse est aussi propre à du stress et les conditions dans lesquelles ils sont est relativement stressante. Allez, c'est parti. Est relativement stressante, je vais y arriver, est relativement stressante et est moteur pour apporter des émotions et amplifier des émotions qui sont déjà limites en fait. Donc même dans votre vie de tous les jours, quand vous vous sentez embarqué dans ces réactions, cette envie d'insulter l'autre, cette envie de le qualifier tout de suite de quelque chose de difficile ou autre, de se dire, alors attends, là je suis peut-être en train de faire comme ces réalisateurs d'émissions, d'avoir un parti pris très fort, de ne voir que ce que je veux voir, de ne raconter que ce que j'ai envie de raconter pour que l'autre adhère uniquement à ce que je suis en train de dire et n'ait pas cette capacité d'esprit critique en fait. Ouais. Parce que dans le fond, ce qui est important, c'est toujours garder cet esprit critique, de toujours prendre ce recul pour garder en mémoire que ce que vous voyez n'est pas l'exacte réalité, que ce soit dans une émission, que ce soit dans la vie des gens qui vous entourent. Vous ne savez pas ce qui se passe en coulisses. Et critiquer à partir de ce que vous voyez d'un spectacle... Ouais. Alors, on peut toujours critiquer, mais ne pas en faire une vérité absolue. C'est ça, exactement. C'est moi qui ai la vérité et c'est comme ça. De garder justement aussi son ouverture pour pas tomber dans ces espèces de conflits de c'est moi qui ai raison et c'est l'autre qui est tard. On le voit rien que ne serait-ce que sur nos vidéos. On a des critiques sur vous commentez une émission de merde ou ce côté émission de merde. C'est une émission de divertissement. Mais même dans une émission de divertissement, on peut trouver des choses intéressantes et des choses pas intéressantes. C'est ça. De là à tout de suite critiquer de façon très virulente ceux qui regardent, ceux qui la font, ceux qui... c'est toujours prendre encore une fois ce recul. Pourquoi j'ai besoin de critiquer si fort l'autre, si ce n'est pour moi avoir raison et me convaincre que je suis bon en fait, et de définir l'autre comme méchant. Une histoire de couple, une histoire de relation, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et critiquer les choix que font les gens, c'est parfois un peu facile quand on n'est pas à leur place, qu'on n'a pas leur histoire, qu'on n'a pas leur vécu. Vous auriez exactement la même histoire, vous feriez exactement les mêmes choses. On peut le voir aussi dans l'éducation. Si on prend le point de vue de l'éducation des enfants, une fratrie qui va être éduquée exactement de la même manière, un des enfants à l'âge adulte va se comporter d'une certaine manière et l'autre complètement différemment. Pourtant, la base de leur éducation est strictement la même. Pourquoi ? Parce que chaque personne est unique, chaque personne a sa propre sensibilité, son propre regard sur le monde, et d'une personne à une autre, tout peut être complètement différent. C'est ça, parce que quelque part, leur mental qui a pris et qui raconte l'histoire a pris un point de vue ou un autre. C'est ça. Quand vous vivez quelque chose de difficile dans votre vie, vous pouvez aussi vous dire, tiens, quel point de vue je suis en train de prendre les acteurs de ma vie, moi le premier, comment je suis en train de le montrer, comment je suis en train de le mettre en scène, l'autocritique, toutes ces choses-là. C'est justement un peu ce rôle de réalisateur et de, je le mets pas en avant, je suis plutôt en train de le rabaisser, quoi. C'est ça. Ouais. Si on devait faire un storytelling des épisodes suivants, tu dirais quoi, toi, par exemple ? Alors, je pense que pour ce qui est, par exemple, si on prend les premières relations, parce que c'est vrai que les nouvelles, on les connaît pas encore vraiment, on voit aussi à quel point, d'une certaine manière, la production a beaucoup agit sur les premières relations qu'on a vues dans cette nouvelle saison. Et les autres, c'est pas qu'elles passent à la trappe, mais elles sont tout de suite un peu moins intéressantes, je trouve. Enfin, en tout cas, elles sont proposées d'une manière moins forte que le sont les premières. Si on parle des premières relations, donc on sait par exemple que Sophie et Guillaume, il n'y a même plus de sujet, c'est terminé. On en arrive même à se demander pourquoi ils ont intégré Guillaume dans cette émission, parce que en fait la personne dès le départ est braquée.
Donc, même, tu vois, c'est par exemple, sur très cette histoire-là, je particulier. pense qu'ils avaient déjà l'idée Oui. de focaliser vraiment sur Sophie parce Ouais, que exactement. on s'est fait T'as la raison. réflexion, nous, quand on a fait les analyses, les premières, et vous pourrez regarder la vidéo qu'on a fait là-dessus, c'est que Guillaume, on n'avait pas grand-chose à dire. En fait, Ouais. c'est comme s'il n'existait pas, quelque part. Donc, je pense que là, la production avait vraiment envie de centrer sur Sophie. Ouais. Si on parle en effet de Coralie et Bruno, bah, Le ce conte de storytelling, fées, tu l'as dit, conte de fées qui vire au conte d'horreur en quelque Ouais. sorte. Ça, c'est vraiment le cliché, Ouais. ou même des histoires de Noël, voilà, on a tous un peu ça en commun. Ils ont pris un couple lambda où tout le monde peut s'identifier, 2 personnes blanches d'une quarantaine d'années, entre 35 et 40 ans. Je pense qu'ils ont vraiment focalisé sur leur grosse part de marché là. Ouais. Ken et Jennifer, je pense qu'ils sont allés chercher le multiculturalisme. Exactement. Voilà, ils sont allés chercher ce côté-là aussi. Dans la relation Kane et Jennifer, on peut voir qu'il y a des mouvements. Et là, sur les derniers épisodes qu'on voit, il y a une sorte de suspense qui est mis sur une situation improbable qui va arriver. La situation improbable, on la connaît pas encore. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, leur relation, en tout cas dans le storytelling qu'ils ont présenté, leur relation est vraiment en côté green flag. Et en même temps, il faut qu'il y ait un peu de mouvement, donc il faut qu'il y ait du suspense. Moi, je pense que là, les spécialistes savent que la dynamique anxieux-évitant, comme on l'a dit, est alternée exactement. un peu des chauds, des froids. Et je pense marche. et marche. Plaît. Donc, je pense qu'ils ont joué là-dessus quelque part. Ils savaient pertinemment, avec les profils psychologiques, quelque part, que c'était pas garanti, mais il y avait des chances que ça se passe comme ça. C'est-à-dire des phases de rapprochement, des phases d'éloignement, voilà, des personnalités qui pouvaient réagir comme ça. Laurie et Anthony, ils sont allés chercher le côté un peu plus jeune, un peu plus funky. Potentiellement, avec ces tempéraments, il peut y avoir du drama. Des tempéraments forts, ouais, où il peut y avoir du drama, en effet. On sait qu'Anthony va peut-être probablement être maladroit. On sait que potentiellement Laurie peut avoir ces phases de refermeture et à ce potentiel-là. Je pense qu'ils sont allés chercher ça. Ils sont allés chercher le côté explosif et drama. Ça aurait pu aller dans le jacuzzi un peu à la Love Story. Ils avaient une personnalité blonde pour rappeler un peu celle de Loana. Je pense qu'ils ont voulu rejouer un peu le côté Love Story. Ah ouais, tu parles. Ouais, je pense qu'ils se sont dit, tiens, en tout cas, il peut y avoir de l'explosion dans ce truc-là. Ouais. Dans le positif comme dans le négatif. Donc je pense qu'ils sont vraiment allés chercher ce côté dramatique. Dans le côté Marina et David, on peut voir qu'ils sont allés jouer sur le physique. Ils ont fait tout un truc autour du fait que Marina n'aimait pas les chauves et forcément ils n'allaient pas lui présenter quelqu'un qui ne l'était pas, parce que le but c'est vraiment d'aller jouer sur cette corde sensible, et on ne sait même pas à quel point Marina a pu être incitée à dire qu'elle n'aimait pas les chauves, ou que ça la dérangeait, ou que ça la rebutait, machin, alors que potentiellement ça l'attire juste pas des masses. Mais voilà. Donc on voit que dans cette relation-là, ce qui a été mis en avant, c'est comment le physique d'une personne peut être pour une autre rédhibitoire dès le départ. Et bien sûr qu'ils vont aller chercher la personne qui va être en contradiction avec ce physique. C'est ça, et on va centrer le montage là-dessus. Exactement. La famille qui dit « Oh, il est chauve », alors que c'était peut-être une réflexion sur 1 heure d'attente. Je pense que les attentes sont très longues aussi dans les cérémonies pour attendre des petites phrases, attendre des mouvements, attendre des trucs. Et quand vous regardez l'émission, il y a plein de montages qui font que parfois, je sais pas, vous vous faites chier, vous êtes en train d'attendre, vous allez faire « Et en fait, ils prennent cette image, ils la collent après une phrase qu'il a dit ou un truc, et ça change complètement l'histoire. Exactement. Pour, par exemple, moi, de mon côté, être la personne qui fait les montages des vidéos que vous regardez, j'ai pu voir aussi en faisant, donc je connais un peu maintenant, je repère à l'œil et au son les montages qui sont faits, et c'est vrai que quand j'ai récupéré certains passages de Mariés au premier regard, il y a du montage dans les phrases qui vont être sorties d'une des personnalités. Il y a des coupures à des moments. Donc on entend, mais c'est très inaudible, c'est vraiment très très léger, que la phrase a été retravaillée pour qu'elle soit tournée exactement dans la vision que la prod en avait. Et bien souvent, ça n'a strictement rien à voir avec le sujet principal. Donc là aussi, c'est intéressant d'observer comme un montage peut orienter une situation. Vous enlevez un mot d'une phrase et c'est plus la même phrase. C'est ça.
Si on prend par exemple donc Malik et Clémence, ils sont allés chercher le côté cette femme Je pense qu'ils sont allés résiliente chercher, puis... qui prend sa revanche dans cette émission, qui prend le risque aussi de se retaper un stop, de se reprendre un... Je pense que ça, c'était pour faire monter la sauce. C'était pour faire monter la sauce, parce qu'en effet, on le voit bien au départ, il joue sur le côté, et si elle se reprenait encore un stop, et on voit aussi quand il parle du fait que les amis de Malik ont reconnu la famille de Clémence, et que derrière ils disent, bah, on en avait parlé, et on sent, en tout cas dans ce que la prod nous montre, qu'il y a un truc qui est pas très... qui sont pas très à l'aise, qu'il y a un truc qui dérange. Et au fur et à mesure, on découvre que pour Malik, c'était pas du tout un souci. Non, je pense que c'est vraiment le côté comédie romantique, happy ending. Ouais, dans leur storytelling. Ouais, je pense qu'ils ont joué le côté très doux, et pour le coup, ils ont mis quelqu'un qui avait une très bonne compatibilité. C'est ça. Et ils se sont dit, boum, ça, ce sera notre histoire discrète, mais feel good movie, quoi. Ouais, c'est ça. Pour ce qui est des autres couples, on a Marie et Laurent. Moi, j'ai encore du mal à me... Pour le storytelling de ce couple-là, j'ai l'impression qu'ils sont partis un peu sur la différence d'âge. Peut-être. Tu vois, sur le côté, elle a 31 ans, il en a 43. Lui est papa, elle est maman d'un chien, parce qu'elle considère son chien comme son enfant. Des personnalités où la différence d'âge peut amener de l'émotionnel, du questionnement, de la critique aussi. Ça aussi, dans le côté critique, la différence d'âge peut être un facteur de mais pourquoi ils ont mis cette jeune femme avec un papa, quoi. Je pense qu'ils sont allés chercher le côté émotionnel de la femme qui a été abandonnée pour une femme plus jeune. Oui. Donc pour qu'elle en vienne à détester Marie un peu, donc ce côté un peu là, peut-être chercher des parts d'hommes aussi qui une jolie fille, machin. Donc encore une fois, je pense qu'ils sont allés chercher l'émotionnel. Et avec potentiellement ce côté drama qui peut aussi intervenir, il peut se passer beaucoup de choses. Parce qu'on voit aussi que dans leur relation à eux, en tout cas dans ce couple qui nous est présenté, c'est deux personnes avec un très fort caractère. Ça se voit même à la cérémonie, la façon dont ils s'embrassent tout de suite, ça a fait réagir par exemple. Il y a ce côté, ça vient chercher cette émotion-là, quoi. Exactement. Potentiellement, c'est un couple qui peut faire des très hauts, des très bas, donc des choses visuelles, quoi. Ouais. Des choses à vendre, des choses qui vont faire réagir. Exactement. Et plus ça fait réagir, plus ça parle de l'émission et plus ça marche. Exactement. Sinon, ce serait pas intéressant. Exactement. Et pour Mallory et sa future prétendante, parce qu'on sait que ça va être une femme, là, ils sont allés chercher une... On sait déjà que c'est... Ouais, on le sait parce que dans le teaser, pour ceux qui ont regardé l'émission, il le montre qu'en fait, elle va être mise en coup... On va lui proposer une femme. D'accord. De toute façon, c'était à peu près sûr, quoi. Oui, je sais pas si parce que pour le coup, tu vois, je sais même pas si c'est pas la première fois dans Mariée au premier regard, et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si on... un couple lesbien. On découvre un couple lesbien. Enfin là, pour le coup, Mallory et Bee, mais c'est vrai que dans les émissions précédentes, c'était toujours des hommes, donc un couple d'homos. Je crois que c'est la première fois qu'on présente un couple lesbien. Donc là, dans ce storytelling, on voit bien qu'il y a cette envie d'aller chercher, comme tu l'avais dit tout à l'heure, une communauté encore plus importante. Et qu'est-ce qu'on peut dire du storytelling de cette relation ? Il n'y aurait eu aucune histoire à raconter si on l'avait mis avec un homme. Il n'y aurait même pas eu besoin, quelque part, de dire qu'elle était bisexuelle, d'insister lourdement là-dessus. Donc ils insistent sur ça, c'est vrai. Donc on verra par la suite ce que la personne qui lui est présentée, mais c'est vrai que là c'est vraiment axé sur le côté sexualité, bisexualité. Exactement. Et est-ce que je pense que ça peut attirer aussi un côté voyeur chez les hétéros, de se dire tiens, comment fonctionne un couple de deux femmes ensemble. Donc je pense qu'ils sont allés chercher ça. Encore une fois, prenez du recul. N'oubliez pas que les gens de cette émission sont des vrais gens, donc avec des émotions ou autres, et qui prennent de plein fouet les réactions. Ils prennent aussi probablement de plein fouet la manière dont est monté l'épisode dans lequel ils apparaissent. Et en effet, ce qu'on voit dans les épisodes, c'est le quart de ce qu'ils ont vécu, à peine.
Donc toujours cette prise de recul. N'oubliez pas en effet, comme tu l'as dit, qu'il y a des êtres humains derrière qui eux aussi se retrouvent d'une certaine manière un peu manipulés par la production et par l'émission, sous couvert de beaucoup d'attention, de beaucoup de présence, de bienveillance. Il y a quand même toujours un peu de manipulation et de recherche de faire du contenu et d'amener du monde à regarder. Exactement. Nous, on leur souhaite tout le bonheur du monde, individuellement. Exactement. Et si des propos qu'on a pu avoir les a dérangés ou les dérangent, évidemment, on s'en excuse et on reste disponible pour en parler avec eux. Et avec grand plaisir. Et avec grand plaisir. Si on peut terminer peut-être sur le fait que le storytelling, c'est vraiment ce qui va être la représentation de ce qu'on voit à l'extérieur. Et bien souvent, c'est différent de ce qui se passe vraiment. Exactement. Pourquoi j'ai dit cette phrase? Parce que tu avais envie de la dire. Est-ce qu'elle avait du sens? Oui, je pense que ça résume tout ce qu'on a dit. Ouais? Ouais. Ok. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. Et surtout, des bisous. Des bisous. Ça change d'être en extérieur, vous trouvez pas? On entend le bruit des oiseaux. Comme la sauce tomate. C'est vrai? Ouais. Oh non. Je viens de le voir. Toute la vidéo, je l'ai faite avec de la sauce tomate? Ouais, mais je pense que ça se verra pas. Oh waouh. Oh non. À bientôt. Allez, salut là.